plusieurs mois, alors que je travaillais déjà sur le sujet de la pollution industrielle, j'avais envoyé par mail, comme le veut l'usage, une série de questions écrites dédiées aux préfets. Je parlais notamment de ces fameuses études et je demandais si les usines rendent malades les habitants. Voilà la réponse écrite. Les différentes études réalisées dans le domaine de la santé environnementale sur la zone Fausse-Berre ont conduit les différents acteurs du territoire, dont les services de l'État, les industriels, les riverains, à mettre en place une instance de concertation ad hoc, le dispositif Réponse. Alors, ce dispositif a en effet été lancé en 2019, donc après la publication des recherches scientifiques. Il repose essentiellement sur la mise en place d'ateliers avec les habitants des 21 communes du pourtour de l'étang de Berre. L'objectif est de recueillir leurs inquiétudes pour, je cite, trouver des solutions concrètes. C'est aussi un exercice de transparence destiné à des habitants qui ont le sentiment qu'on leur cache la vérité. Alors c'est un objectif tout à fait louable, mais qui semble en totale contradiction avec ce qu'il se passe sur le terrain. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en novembre, mes collègues de Mars Actu ont découvert que le parquet de Marseille avait ouvert une enquête pour pollution maritime aux hydrocarbures. En fait, je vous explique, tout commence en avril, lorsqu'une canalisation d'eau de mer appartenant à Naftachimie, une usine de pétrochimie située sur le site de la Vera, a éclaté. Pendant plusieurs semaines, les pêcheurs vont récupérer dans leur filet une sorte de boue nauséabonde. Alors forcément, ils vont prévenir la préfecture maritime. Après analyse, il s'agit d'huile de pyrolyse. C'est une sorte de fioul lourd. Naftachimie n'a jamais communiqué sur la quantité qui a fuité. Et il va falloir attendre le mois de juillet pour que la préfecture prenne un arrêté interdisant la baignade et la pêche dans la zone. Ça veut dire que pendant près de 3 mois, les autorités n'ont rien fait. On comprend mieux pourquoi les habitants ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose, critiquent les autorités et les industriels pour leur manque d'action et leur manque de transparence. D'autant qu'on l'a vu avec l'étude Fossepséal, dans ce coin de France, les habitants développent plus de maladies qu'ailleurs, notamment des cancers. Parmi les plus fréquents, il y a ceux du sein, de l'utérus, de la peau. Donc on voit dans ce graphique que la ville de référence qui est prise, c'est Saint-Martin-de-Crau. Et on voit qu'à Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis, il y a beaucoup plus de cancers. Pour en parler, ce soir, j'accueille la chercheuse Johanna Lys, docteure en sociologie. Bonsoir, Madame Lys. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, l'étude Fossepséal a sans conteste permis de poser des mots et des chiffres sur ce qui n'était alors perçu que comme un sentiment. Comment est né le projet? Expliquez-nous. Je vais vous raconter l'histoire de la naissance de Fossepséal, puisque ça a commencé en 2013. Barbara Allen, qui est donc la directrice scientifique de l'étude, est invitée à l'IMERA à Marseille pour réaliser une étude sur les mobilisations collectives dans la zone industrielle dans une perspective comparative. Elle travaille en même temps en Italie et en Espagne. Elle fait son travail de terrain avec ma collègue Yolène Ferrier, qui a été mon acolyte pendant toutes ces années, et elle rencontre un ensemble d'acteurs, Daniel Moutet par exemple, mais pas que, des syndicalistes, des médecins, des habitants, et puis tous les services de l'État. Au fur et à mesure, entre Yolène et Barbara, une petite blague se joue, c'est-à-dire que dès qu'elles vont sur le terrain, la question de la santé émerge, mais à tel point que ça devient une blague entre elles. Puis elles observent et elles voient le film de Jacques Winterberger, je peux me tromper sur le titre, mais je crois que c'était Tumeur et silence. Et dans ce film, beaucoup d'habitants parlent de la santé. Donc, elle réalise cette étude qui était à la base très sociologique. Et puis, à l'issue de ce travail, cette question de la santé émerge comme une vraie demande sociale. Et à un moment donné, elles se disent « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et là, certains habitants, certains médecins disent « mais donnez-nous des données de santé » pour juste que les gens situent à quel point ça a été compliqué d'avoir des données de santé.
les habitants étaient allés jusqu'à occuper la CPAM pour avoir des données de santé. Et donc Barbara Allen, la directrice scientifique, elle, pour comprendre aussi d'où elle parle et qui elle est américaine. Elle a grandi en Louisiane où, on va dire, c'est le grand chelem de la pétrochimie là-bas. Et dans ce contexte-là, elle est devenue sociologue, mais une sociologie assez particulière puisqu'elle travaille sur la sociologie de l'ignorance. Et l'idée, c'est de savoir comment, dans les zones industrielles, on produit de l'ignorance. Alors, l'étude phospséale, elle repose sur la participation des habitants, qui sont donc les premiers concernés. Et c'est une méthode qui est encore très rare en France. Et donc, justement, c'est un argument qu'utilisent les industriels pour décrédibiliser vos recherches. Effectivement, depuis toutes ces années que nous travaillons, nous avons affaire à certaines procédures de décrédibilisation de notre travail scientifique. Je leur répondrai à ce jour que nous avons publié tous les résultats dans des revues scientifiques à comité de lecture et que donc la scientificité est à discuter avec les scientifiques et avec nous s'ils le souhaitent. Aussi, une autre chose à dire, c'est qu'effectivement, le fait de travailler avec les citoyens est quelque chose de peu fait encore en France, mais ce sont des méthodologies qui ont été mises en œuvre notamment aux États-Unis, et notamment dans les contextes industriels, puisque je rappellerai que, de manière générale, quand on est scientifique, on travaille dans un contexte d'incertitude scientifique. La science se construit au fur et à mesure d'hypothèses, d'invalidations, de critiques, etc. Donc, le contexte de la science, c'est l'incertitude. Mais alors, le contexte de la science dans la zone industrielle, c'est l'incertitude exponentielle. Puisque, en fait, il y a tout un tas de polluants. Donc, Julien Andreu a cité des polluants dont on connaît les effets sur la santé, mais je crois qu'il y a près au moins de la moitié des polluants utilisés dont on ne connaît pas les effets sur la santé, et il y a aussi cet effet cocktail. Donc, le contexte est tout à fait incertain. Les savoirs des citoyens, des habitants, etc., qui expérimentent au quotidien à la fois la pollution, les process industriels quand ils travaillent dans les usines, et la maladie sont des savoirs à part entière qui, pour le coup, n'appartiennent pas aux savoirs légitimes. Ce sont des savoirs qui sont délégitimés, dominés par des sciences ou des pratiques scientifiques qui sont plus légitimes. Néanmoins, nous, ce que nous répondons, c'est que donc, ces méthodologies, en faisant travailler les savoirs des habitants et des travailleurs, etc., permettent de construire de la connaissance, et que cette connaissance, elle est toujours triangulée avec d'autres savoirs, qui soient épidémiologiques, anthropologiques, sociologiques, et que nous prenons le fait de construire de la connaissance avec les habitants, mais où la hiérarchie des savoirs n'a plus lieu d'être, puisque nous nous appuyons à la fois sur les savoirs scientifiques, épidémiologiques, anthropologiques et citoyens. Je terminerai juste pour dire que ces savoirs, en fait, ils sont nés et ils ont commencé à être reconnus dans un grand contexte d'incertitude scientifique, qui était l'épidémie du sida. Et en fait, pendant l'épidémie du sida, si on n'avait pas eu accès aux malades, si on n'avait pas travaillé avec les malades, si les médecins n'avaient pas travaillé avec les malades, ils n'auraient pas pu construire de protocoles médicaux congruents. Le dernier volet de l'étude phospséale, publié en juin dernier, a documenté l'expérience des habitants face à la question de la santé. Dans cette étude, vous dites que les habitants, je cite, « vivent la maladie dans leur quotidien. Nombreux sont ceux à qualifier leur territoire de mortuaire. » Vous ajoutez que dans ce coin de France, la mort et la maladie sont des expériences ordinaires, répétées et quasiment certaines. Oui, alors, c'est vrai que ma collègue et moi, donc pour comprendre un peu phospséale, pour avoir des données épidémiologiques, on a tapé à toutes les 5 portes de toutes les rues de Fos, Port-Saint-Louis et Saint-Martin-de-Crau pour faire les questionnaires. Et donc, dans ce travail de porte à porte, à Fos et à Port-Saint-Louis, le langage ordinaire de la maladie et de la mort était omniprésent, à tel point qu'avec ma collègue Yolène Ferrier, heureusement qu'on était deux pour en discuter, parce que c'était lourd, c'était pénible, c'était dur. Et effectivement, moi qui suis socio-anthropologue, j'ai l'habitude de travailler sur d'autres terrains, mais jamais je n'avais eu
autant de récurrence en fait, des termes de mort, de maladie et de cancer. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, quand on a travaillé à Saint-Martin-de-Crau, on a essayé de voir si ces terminologies et ces mots ordinaires appartenaient au quotidien. Et à Saint-Martin-de-Crau, c'était pas du tout le cas. Donc là, on a vu quand même, nous, d'un point de vue qualitatif, un écart en fait, entre ce langage ordinaire de la maladie et de la mort. Je voudrais rajouter que oui, effectivement, le constat, il est un peu sans appel, mais c'est vraiment une résurgence du travail de terrain. Certains auteurs américains, parce qu'aux États-Unis, ils sont un peu précurseurs sur toutes les questions de pollution environnementale, de justice environnementale, parlent de nécropolitics. Et c'est quoi la nécropolitique? C'est comment une politique publique, parce qu'elle ne fait rien, laisse mourir les gens. Cela fait des années aussi que les habitants de Fos demandent donc la réalisation d'une étude épidémiologique de grande envergure et également la création d'un registre du cancer, parce qu'il n'y en a toujours pas. Qu'est-ce que ça changerait selon vous ? La question du registre des cancers, ça permettrait effectivement de documenter la situation du cancer dans le territoire. Et à l'IPC, à Marseille, certains médecins font référence au fait qu'il y a quand même beaucoup de patients de la zone industrielle. Donc ça permettrait de documenter ces cancers, lesquels, quand, à quel âge ils se déclenchent, etc. Et peut-être de travailler aussi sur les expositions et la géolocalisation des personnes. Ce registre doit être créé, puisque je rappelle, ça a été une des premières revendications des personnes qui ont participé à l'étude FOSSEPSEAL, ces fameux citoyens. Donc, il a été créé. On va voir dans quelle modalité il est mis en œuvre. Je ne peux pas encore présager de toute sa validité à notre sens ou au sens des citoyens. À mon sens, ce registre, il doit permettre, et c'est aussi une des premières revendications des habitants de la zone industrielle, de créer une politique sanitaire à la hauteur des enjeux de santé. En fait, on ne peut pas traiter une population sur le plan sanitaire de la même manière dans une situation d'exposition multiple comparativement à une zone lambda où il n'y aurait pas d'exposition multiple. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des détections de cancer ou d'examens médicaux plus tôt, la mise en œuvre de moyens médicaux, parce que pour les habitants de Port-Saint-Louis, je rappelle qu'ils sont quand même relativement dans un désert médical. Donc voilà, la première des choses, ça serait de mener une politique sanitaire à la hauteur des enjeux de la zone. Sur l'étude épidémiologique de grande envergure, il y a des études qui ont été faites. Il y a des travaux qui ont été faits. Enfin, nous, on en fait partie. On en est une, mais il y en a eu d'autres. Et je rappellerai qu'il y a quand même une étude de l'ORS, donc l'Observatoire régional de santé, qui sort en 2013. Et cette étude, elle travaille, elle, sur la surmortalité à Port-Saint-Louis et dans les Bouches-du-Rhône. Et qu'est-ce qu'elle montre notamment ? C'est qu'on a un taux de surmortalité chez les hommes de Port-Saint-Louis par cancer du poumon de plus de 60% par rapport à ceux des Bouches-du-Rhône. Tout ça pour dire que le risque à demander des études et des études et encore des études, c'est qu'on va toujours attendre la preuve de la preuve de la preuve de la preuve, et qu'en attendant, ça dédouane les politiques publiques de mener des actions politiques à la hauteur des enjeux de la zone. Donc, si vous voulez, ça fait 8 ans que je travaille sur le sujet, ça fait 8 ans qu'on a ces débats sur les études et encore les études, mais en fait, il y a un moment donné, les études, ça suffit. Il y a des politiques publiques à mettre en œuvre. Merci beaucoup, Madame Lise. Ce soir, on l'a vu dans un coin de France dont on parle assez peu à l'échelle nationale, des habitants ont subi pendant des décennies les conséquences de la pollution industrielle sans faire de vagues. Jusqu'au jour où la maladie ou bien la peur de tomber malade s'est immiscée dans leur vie. Ce jour-là, certains ont entamé une course de fond, une révolte pour se faire entendre, pour savoir, pour comprendre.